Il y a des conversations qui ne se terminent pas lorsque les voix se taisent. Elles continuent à l'intérieur, en boucle, comme un enregistrement défectueux qui rejoue sans cesse la même séquence confuse. Vous êtes assis dans le silence de votre propre appartement, la tasse de thé refroidie entre vos mains, mais dans votre tête, le dialogue tourne encore. Vous repassez chaque mot, chaque intonation, chaque silence. Vous cherchez le moment précis où la réalité a semblé se dédoubler, où votre souvenir clair et net d'un événement a été accueilli par un regard vide, une négation polie, ou pire, une pointe d'inquiétude pour votre état mental. Tu te trompes, ça ne s'est jamais passé comme ça. La phrase est simple, presque banale, mais elle porte en elle le pouvoir de faire trembler les fondations de votre monde. Ce n'est pas une dispute. Une dispute implique deux réalités qui s'affrontent. Ici, c'est différent. Votre réalité est simplement effacée, déclarée nulle et non avenue. Et vous voilà, seul avec ce souvenir fantôme, commençant à douter de tout. Ai-je vraiment entendu cela ? Avons-nous vraiment eu cette conversation ? Est-ce que je n'exagère pas, comme on me le reproche si souvent ? La question la plus insidieuse commence à poindre, un poison lent qui s'infiltre dans votre système de pensée. Et si c'était moi le problème ? Ce brouillard mental, cette fatigue cotonneuse qui suit ces interactions, ce n'est pas de la simple tristesse ou de la colère. C'est une forme de désorientation profonde, comme si quelqu'un avait subtilement déplacé tous les meubles de votre maison intérieure pendant que vous dormiez. Vous vous cognez à des angles que vous ne reconnaissez plus. Vous cherchez des repères qui ont disparu. C'est l'expérience du gaslighting. Un mot devenu si courant qu'il en a presque perdu son poids, mais dont l'expérience vécue reste l'une des plus dévastatrices pour l'intégrité d'une personne. Car il ne s'attaque pas à vos actions ou à vos opinions. Il s'attaque à votre capacité même à percevoir la réalité. Comprendre que ce mécanisme est à l'œuvre n'est pas un processus intellectuel. C'est un lent éveil du corps, un retour progressif des sensations après un long anesthésiant. C'est le moment où la dignité, cette force silencieuse et profonde qui réside en vous, commence à murmurer plus fort que le besoin d'être validé, d'être compris, d'avoir accès à l'autre. C'est le moment où protéger votre propre esprit devient plus important que de maintenir une paix factice. Ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce n'est pas seulement du gaslighting comme d'un outil de manipulation. C'est du chemin de retour. Le chemin pour réapprendre à faire confiance à sa propre boussole intérieure, après que quelqu'un a passé des mois, voire des années, à vous convaincre qu'elle était cassée. C'est l'histoire de la dignité qui devient plus forte que l'accès. Au début, on ne le voit pas. On l'excuse. On interprète. Une personne sensible, une personne empathique, est souvent câblée pour chercher le terrain d'entente, pour donner le bénéfice du doute. Si quelqu'un que vous aimez ou respectez vous dit que votre perception est fausse, votre premier réflexe n'est pas la méfiance, mais l'introspection. Peut-être que j'ai mal compris. Peut-être que ma mémoire me joue des tours. Vous êtes habitué à naviguer dans les nuances des émotions humaines, à voir les choses sous différents angles. Cette capacité, qui est une force, devient une porte d'entrée. L'autre personne n'a pas besoin de forcer la porte. Vous l'y tenez ouverte, par habitude de compassion. La dynamique s'installe lentement. Elle commence par de petites choses. Un détail d'une histoire que vous racontez, corrigé avec une certitude absolue. Non, ce n'était pas un mardi, c'était un mercredi. Tu oublies toujours les détails. C'est anodin. Vous laissez passer. Puis cela touche à vos sentiments. Tu es trop sensible, tu prends tout de travers. Votre réaction émotionnelle, qui est une information valide sur votre état intérieur, est redéfinie comme une réaction excessive, un défaut de caractère. Vous commencez à douter de la légitimité de ce que vous ressentez. La tristesse devient du drame. L'inquiétude devient de la paranoïa. La colère devient de l'hystérie. Le langage du gaslighting est un art de l'inversion. Il ne dit pas « je ne suis pas d'accord avec toi ». Il dit « ce que tu dis n'est pas réel ». Il ne dit pas « tes sentiments me dérangent ». Il dit « tes sentiments sont disproportionnés ».
Progressivement, le sol se dérobe sous vos pieds. Vous commencez à vous surveiller, à filtrer vos propres pensées avant de les exprimer. Vous développez une sorte de critique interne qui a la voix de l'autre. Avant même d'ouvrir la bouche, vous vous demandez « Est-ce que c'est bien raisonnable de penser ça ? Est-ce que je ne suis pas en train de surréagir ?» Le corps, lui, sait. Le corps n'oublie jamais. Il enregistre le décalage entre ce que vous savez être vrai et ce qu'on vous dit être vrai. Ce décalage crée une tension chronique. Une tension dans la mâchoire, dans les épaules, dans le ventre. Un état d'hypervigilance constant. Vous devenez un détective de votre propre vie, cherchant des preuves pour étayer votre réalité. Vous commencez à faire des captures d'écran de messages, à noter des dates dans un carnet, non pas pour piéger l'autre, mais pour vous rassurer vous-même, pour vous prouver que vous n'êtes pas fou. L'énergie que cela demande est colossale. C'est une fuite constante de votre force vitale, une hémorragie silencieuse qui vous laisse épuisé, confus et isolé. Ce qui est particulièrement douloureux, c'est que cette dynamique se met souvent en place avec des personnes qui présentent une façade de charme, de confiance et de compétence. La persona, au sens jungien, est souvent impeccable. Aux yeux du monde, c'est une personne brillante, attentionnée, rationnelle. Ce décalage entre l'image publique et l'expérience privée est une autre couche d'isolement. Si vous essayez d'en parler à des amis, vous risquez de vous heurter à l'incrédulité. Mais non, il/elle est tellement gentil. Tu dois mal interpréter. Et le doute s'enfonce un peu plus profondément. Vous êtes seul dans ce théâtre d'ombre, où le décor change sans cesse et où vous êtes le seul à sembler le remarquer. La confiance en votre réalité n'est pas une idée abstraite. C'est une fonction essentielle de la psyché, un ancrage qui vous permet de naviguer dans le monde. C'est la certitude que si vous posez votre main sur une table, elle est solide. Que si vous ressentez de la peine, c'est qu'il y a une raison à cette peine. Que si vous vous souvenez d'une promesse, cette promesse a bien été prononcée. Le gaslighting vient attaquer cet ancrage fondamental. Il vous apprend à douter de la table, de votre main, de votre peine, de votre mémoire. Il vous laisse flotter dans un vide où la seule chose solide à laquelle se raccrocher est la version de la réalité de l'autre. Et c'est là que la dépendance s'installe. Vous devenez dépendant de la personne qui vous désoriente pour vous dire ce qui est réel. C'est un piège parfait. Vous pouvez passer des années dans ce brouillard, des années à croire que vous êtes intrinsèquement défaillant, trop émotif, trop irrationnel, avec une mauvaise mémoire, une tendance à dramatiser. Vous pouvez construire toute une identité autour de ces étiquettes, et même en venir à les défendre. Oui, c'est vrai, je suis compliqué. Heureusement qu'il/elle est là, si patiente avec moi. C'est la phase où le système est le plus stable, car la victime est devenue le gardien de sa propre prison. Elle a internalisé la voix de son geôlier. Pourtant, même dans le brouillard le plus épais, la vérité ne disparaît jamais complètement. Elle survit sous forme de fragments. Un malaise persistant. Des sursauts de colère que vous ne vous autorisez pas. Des rêves étranges. Une fatigue qui ne s'explique pas par le manque de sommeil. C'est votre inconscient, votre soi profond, qui continue d'envoyer des signaux de détresse. Il essaie de vous dire que quelque chose ne va pas. Que la carte qu'on vous a donnée ne correspond pas au territoire que vos pieds foulent. Le premier pas vers la sortie n'est souvent pas une grande prise de conscience, mais une petite fissure dans le mur de la dénégation. Une incohérence de trop. Une manipulation si évidente qu'elle ne peut plus être ignorée. C'est souvent quelque chose de trivial, de presque ridicule. Imaginez cette scène. C'est un samedi matin. La semaine a été longue et tendue. Vous attendez ce week-end comme une bouffée d'air frais. Il y a quelques jours, vous avez eu une conversation claire avec votre partenaire. Vous avez décidé d'aller vous promener au bord de la mer ce samedi. Vous vous en souvenez parfaitement. Vous étiez dans la cuisine, la lumière du soir filtrait par la fenêtre. Vous avez même regardé la météo ensemble sur son téléphone. La promesse de cette journée simple vous a porté toute la semaine. Vous vous levez, le cœur léger. Vous préparez le café. Et vous dites, avec un sourire, « Alors, on part vers quelle heure pour la mer ?» Et là,
le regard de l'autre. Un regard vide, légèrement perplexe. La mer ? De quoi tu parles ? Le froid vous saisit. Vous riez, un peu nerveusement. Ben, on en a parlé mercredi. Dans la cuisine, on a dit qu'on irait à la mer ce week-end. Le visage de l'autre exprime maintenant une patience un peu lasse. Écoute, je ne sais pas ce que tu as imaginé, mais on n'a jamais eu cette conversation. J'ai prévu de travailler sur mes dossiers toute la journée. Je te l'ai dit hier. Le brouillard descend instantanément. Votre souvenir était si vif, si détaillé. La lumière, le son de sa voix, l'image de la carte météo sur l'écran. C'était réel. Ça devait être réel. Vous insistez, un peu plus fébrilement. Mais si, je t'assure, tu m'as même montré la plage où on pourrait aller. La réponse tombe, tranchante comme une lame. Et c'est plus de la perplexité, c'est de l'irritation. Franchement, tu m'inquiètes. Tu te mets à inventer des conversations entières maintenant ? Tu sais bien que j'ai une échéance importante. Pourquoi tu essaies de me faire culpabiliser ? Le coup est double. Non seulement votre réalité est niée, mais vous êtes en plus accusé d'une intention malveillante. Vous n'êtes plus seulement confus, vous êtes manipulateur. Et c'est là que le système interne s'effondre. La colère initiale, ce flash de « mais c'est faux, c'est toi qui mens », est immédiatement submergée par une vague de honte et de doute. Et si c'était vrai ? Et si j'avais rêvé cette conversation ? Mon désir d'aller à la mer était si fort que mon cerveau l'a peut-être transformé en un faux souvenir ? La fatigue de la semaine, le stress, vous baissez la tête. Excuse-moi, j'ai dû me tromper, je suis fatigué. La paix est restaurée, la tension dans la pièce retombe. Votre partenaire vous gratifie même d'un geste d'apaisement, une main sur votre épaule. Ce n'est pas grave, repose-toi un peu. Mais à l'intérieur de vous, ce n'est pas la paix. C'est un champ de ruines. Vous venez, une fois de plus, de trahir votre propre esprit pour maintenir l'harmonie. Vous avez accepté de vous voir comme défaillant pour préserver l'image de l'autre comme étant stable et fiable. Vous allez passer le reste de la journée à marcher sur des œufs, à vous sentir coupable d'une faute que vous n'avez pas commise, et avec cette sensation lancinante que quelque chose de précieux vient de se briser. Ce n'est pas la promesse d'une sortie à la mer, c'est votre confiance en vous. Ce genre de scène, répétée des dizaines, des centaines de fois, reprogramme le système nerveux. Il apprend que votre propre perception est une source de conflit et de danger. Pour survivre, il apprend à la mettre en sourdine. C'est un mécanisme d'adaptation. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie de survie émotionnelle dans un environnement qui invalide systématiquement votre réalité. Le problème, c'est que cette stratégie a un coût exorbitant. À force de mettre votre boussole intérieure en sourdine, vous finissez par ne plus l'entendre du tout. Vous vous perdez. C'est souvent à ce moment-là que la part la plus profonde de vous-même, l'ombre, commence à se manifester de manière plus bruyante. L'ombre, au sens jungien, n'est pas le mal. C'est tout ce que nous avons refoulé pour être acceptable, pour être aimé. Dans le cas d'une personne empathique, l'ombre contient souvent la colère, le droit de dire non, l'égoïsme sain, la capacité à ne pas prendre en charge les émotions de l'autre. Dans une dynamique de gaslighting, la colère est la première chose à être diabolisée. Tu es en colère, donc tu es irrationnel. Alors, vous la refoulez. Mais elle ne disparaît pas. Elle s'accumule dans les profondeurs. Elle peut ressortir sous forme de maladies psychosomatiques, de dépression, d'anxiété flottante, ou de crises de rage soudaines et disproportionnées à propos de choses insignifiantes. C'est l'ombre qui hurle. « Écoute-moi, quelque chose est fondamentalement injuste ici. » Reconnaître cette colère non pas comme un signe de folie, mais comme un signal d'alarme légitime est une étape cruciale. C'est le début du retournement. Le point de bascule, le moment où la dignité devient plus forte que l'accès, est rarement spectaculaire. C'est un moment de clarté silencieuse. Cela peut être déclenché par une preuve irréfutable.
Vous retrouvez ce fameux SMS que l'autre niait avoir envoyé. Vous tombez sur un email qui confirme la date que vous aviez en tête. Vous surprenez une conversation où la personne raconte à un tiers une version des faits qui est exactement celle dont vous vous souveniez. Dans cet instant, le brouillard se déchire. Et ce que vous ressentez n'est même pas de la colère. C'est une sorte de calme glacial. Le calme de la certitude. Le puzzle s'assemble d'un coup. Toutes les petites incohérences, tous les moments de confusion, toutes les fois où vous vous êtes senti fou. Tout prend sens. Ce n'était pas vous. Ce n'était jamais vous. Ce n'est pas une réalisation joyeuse. C'est profondément douloureux. C'est le deuil de la personne que vous pensiez connaître. C'est le deuil de la relation que vous pensiez avoir. C'est la prise de conscience que la personne en qui vous aviez placé votre confiance a activement, et peut-être consciemment, sapé votre santé mentale pour maintenir son contrôle ou son confort. Et c'est là que le choix se présente, dans toute sa nudité. Le choix entre la dignité et l'accès. L'accès, c'est continuer à jouer le jeu pour ne pas perdre la connexion, même si cette connexion est toxique. C'est s'excuser à nouveau, trouver une nouvelle explication, minimiser l'incident. C'est retourner dans le brouillard parce que le brouillard est familier et la clarté est terrifiante. La clarté implique une action. La clarté implique une perte. La dignité, c'est autre chose. Ce n'est pas crier, accuser ou se venger. C'est un retrait silencieux de votre consentement. C'est cesser de participer au débat sur votre propre réalité. C'est le moment où, intérieurement, vous dites « Je n'ai plus besoin que tu sois d'accord avec moi pour savoir ce que j'ai vécu. Mon expérience est à moi. Elle est valide, que tu la reconnaisses ou non. » Ce changement est d'abord interne. Vous ne le montrez peut-être même pas. Mais quelque chose dans votre posture change. Quelque chose dans votre regard se solidifie. Vous cessez de chercher l'approbation dans les yeux de l'autre. Vous cessez de tendre la main pour qu'on vous dise qui vous êtes. L'accès à votre monde intérieur, à vos doutes, à votre besoin de validation, commence à se fermer. Non pas par haine, mais par autopréservation. La porte n'est pas claquée, elle est simplement verrouillée de l'intérieur. Après cette décision intérieure, le corps ne suit pas immédiatement. Il a été programmé pendant si longtemps à l'anxiété et à l'autocensure qu'il continue de fonctionner sur l'ancien mode. Vous pouvez vous sentir encore plus anxieux au début. C'est la peur de l'inconnu. Vous avez quitté la carte familière, même si elle menait à un précipice. Maintenant, vous êtes en territoire inexploré. Le silence de l'autre, qui était auparavant une source de panique vous poussant à vous excuser, devient maintenant un espace que vous devez apprendre à tolérer. Votre corps est encore en attente de la prochaine invalidation, du prochain test. Il est tendu, prêt à se défendre ou à s'effondrer. C'est une période de sevrage. Vous vous sevrez non pas de la personne, mais du cycle de tension et de soulagement, de confusion et de fausse clarté qu'elle procurait. Vous devez réapprendre à votre système nerveux que le calme n'est pas le signe d'une tempête imminente, mais un état de sécurité possible. Vous devez respirer dans ce nouveau silence, même s'il est assourdissant au début. C'est le vide fertile où votre propre voix peut enfin commencer à repousser. Et puis, inévitablement, vient l'épreuve externe. Ce n'est pas une abstraction, c'est une scène très concrète. Quelques jours ou quelques semaines après votre prise de conscience silencieuse, la dynamique tente de se réactiver. C'est presque une loi de la physique relationnelle. Le système cherche à retrouver son équilibre, même si cet équilibre était pathologique. Vous êtes dans le salon, une conversation banale, et soudain, ça arrive. La personne dit quelque chose qui contredit frontalement un fait établi, quelque chose que vous avez dit ou fait la veille. Par exemple, « C'est étrange que tu n'aies pas appelé ta mère pour son anniversaire, elle a dû être déçue. » Sauf que vous l'avez appelée. Vous avez même eu une longue conversation avec elle, et vous en avez parlé à votre partenaire juste après. L'ancien réflexe est là, instantané, une montée d'adrénaline,
le besoin urgent de se justifier, de prouver. Mais si, je l'ai appelée. Je te l'ai même raconté hier soir, tu ne te souviens pas? On était dans la cuisine, je t'ai dit qu'elle allait bien. Vous êtes déjà en train de construire votre plaidoyer, de rassembler vos preuves, la voix légèrement tremblante, cherchant la validation dans le regard de l'autre. Mais cette fois, quelque chose est différent. Au milieu de votre phrase, vous vous arrêtez. C'est la pause de la dignité. Vous prenez une inspiration. Vous regardez la personne, non pas avec colère, mais avec une clarté nouvelle et calme. Le besoin de la convaincre s'est évaporé. Il a été remplacé par autre chose. Le besoin de rester fidèle à votre propre réalité. Vous ne terminez pas votre justification. Vous ne cherchez plus de preuves. Vous laissez un silence s'installer. Un silence qui n'est pas une punition, mais une frontière. Et puis vous dites simplement, d'une voix neutre et posée, « Je l'ai appelé ». C'est tout. Pas de « je te jure », pas de « comment peux-tu dire ça », pas de « tu me fais du mal ». Juste l'affirmation simple et inébranlable de votre réalité. Vous ne demandez pas à l'autre d'y croire. Vous ne lui demandez pas de s'excuser. Vous ne lui demandez rien. Vous déclarez simplement ce qui est vrai pour vous et vous lui laissez la responsabilité de sa propre perception. La réaction de l'autre est souvent la confusion, voire la frustration. Il s'attendait à un débat, à des larmes, à une réaction émotionnelle dont il a l'habitude de se nourrir. Il s'attendait à ce que vous vous débattiez, ce qui lui aurait permis de vous qualifier à nouveau d'excessif. Mais votre calme le désarme. Il n'y a pas de prise. Le crochet qu'il a lancé est revenu à vide. Il peut essayer d'insister. « Tu es sûr ? J'ai l'impression que tu te mélanges un peu ces derniers temps. » Et là, le nouveau vous répond, toujours sans agressivité. « Je suis certaine. » Fin de la conversation. Vous ne lui avez pas retiré l'accès à votre présence physique. Vous lui avez retiré l'accès à votre centre de gravité psychique. Vous avez refusé de faire de votre esprit un champ de bataille. C'est un moment d'une puissance inouïe. Vous n'avez pas gagné une dispute. Vous avez gagné votre souveraineté. Pour la première fois, la gêne, le malaise, la confusion ne sont plus de votre côté de la table. Vous les avez laissés là où ils ont été créés. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la clarté. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. La conséquence naturelle du fait que vous ne pouvez plus coexister avec une dynamique qui exige que vous vous effaciez pour exister. Après ce genre de test, il y a souvent une période de deuil. Le deuil de l'illusion que la relation pourrait être basée sur le respect mutuel. Le deuil de l'espoir que l'autre personne changera si seulement vous êtes assez patient, assez aimant, assez compréhensif. Acceptez que la personne que vous aimez est peut-être incapable de vous voir comme un être distinct avec une réalité propre est une douleur profonde. C'est comme regarder un magnifique portrait et réaliser qu'il a été peint sur une toile pourrie. Vous pouvez aimer l'image, mais vous ne pouvez pas ignorer la pourriture qui l'a détruit de l'intérieur. Cette phase de deuil est essentielle. Elle vous permet de vous détacher non pas forcément de la personne, mais du rôle que vous jouiez dans la dynamique. Le rôle du régulateur émotionnel, du gardien de la mémoire, de celui qui absorbe la confusion pour maintenir la paix. Et une question terrifiante émerge de ce deuil. Qui suis-je sans ce rôle ? Si je ne suis plus la personne compréhensive qui arrange tout, qui suis-je ? La réponse est que vous commencez à devenir vous-même. La personne que vous étiez avant que le brouillard ne descende. Ou peut-être la personne que vous n'avez jamais eu la chance de devenir. L'énergie qui était consacrée à douter, à se justifier, à analyser, commence à revenir à vous. C'est une énergie immense. Au début, vous ne savez pas quoi en faire. Le silence peut sembler vide. Le calme peut sembler ennuyeux. Votre système nerveux, habitué au pic d'adrénaline des conflits et des réconciliations, peut trouver la paix déstabilisante. C'est le chemin de l'individuation. Le processus de devenir un individu entier, non défini par ses relations. Vous recommencez à entendre vos propres désirs, vos propres besoins. Vous remarquez la couleur du ciel. Vous savourez le goût de votre café. Des petites choses.
Votre attention, qui était entièrement tournée vers l'extérieur, à scanner l'humeur de l'autre, à anticiper la prochaine crise, revient lentement à l'intérieur. Vous réapprenez à habiter votre propre vie. La dignité, finalement, c'est cela. Ce n'est pas une posture arrogante ou un mur de protection. C'est un acte d'habitation. Habiter son corps, habiter ses sensations, habiter sa propre histoire. Le gaslighting fonctionne en vous expulsant de votre propre maison intérieure. La guérison consiste à y retourner, à en réclamer la propriété et à décider qui a le droit d'y entrer et à quelles conditions. La condition principale devient le respect de la réalité. Pas l'accord, mais le respect. Vous pouvez avoir une opinion différente, un souvenir différent. Mais vous n'avez pas le droit d'annuler mon expérience. C'est la nouvelle constitution de votre territoire intérieur. Ce chemin n'est pas une ligne droite. Il y aura des jours où l'ancien doute reviendra vous hanter. Des jours où vous vous demanderez si vous n'avez pas été trop dur, trop intransigeant. La culpabilité, cette vieille compagne de route, frappera à la porte. Mais la différence, c'est que maintenant vous la reconnaissez. Vous la voyez arriver. Vous pouvez l'observer sans la laisser prendre les commandes. Vous pouvez lui dire « Je te vois, je sais que tu es là, parce que j'ai appris pendant des années que poser une limite était une forme de cruauté. Mais aujourd'hui, je sais que c'est une forme de respect de soi. » La confiance en votre réalité se reconstruit petit à petit, comme on rééduque un membre après une longue immobilisation. Chaque fois que vous choisissez de croire votre propre perception, même sur une petite chose, vous renforcez ce muscle. Chaque fois que vous refusez de débattre de votre propre ressenti, vous solidifiez votre ancrage. Et un jour, vous réalisez que le brouillard s'est complètement levé. Vous ne passez plus vos journées à vous demander ce qui est réel. Vous le savez. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un, vous pouvez être triste, vous pouvez être en colère, mais vous n'êtes plus confus. La confusion, cette arme si puissante, a perdu son pouvoir sur vous. Vous regardez en arrière, non pas avec amertume, mais avec une sorte de sagesse triste. Vous comprenez que certaines personnes, pour protéger leur propre fragilité, ont besoin de déformer le monde qui les entoure. Vous comprenez que vous étiez une cible facile, non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous étiez ouvert. Votre plus grande qualité, votre capacité à vous connecter et à faire confiance, a été utilisée contre vous. La leçon n'est donc pas de fermer votre cœur. La leçon est de lui construire un seuil. La dignité est devenue plus forte que l'accès. Cela signifie que l'accès à votre intimité, à votre énergie, à votre confiance, n'est plus un dû. C'est un privilège qui se mérite par le respect. Et si ce respect n'est pas là, la porte reste fermée. Non pas par vengeance, mais parce que votre maison intérieure est devenue un lieu sacré. Un lieu où vous avez enfin le droit d'exister, sans avoir à vous justifier. Si ce chemin de retour à votre propre réalité résonne en vous, si vous sentez que vous recommencez à faire confiance à votre propre voix après une longue période de doute, vous pouvez nommer ce sentiment pour vous-même. Vous n'avez pas besoin de l'écrire ou de le partager. Juste un mot, pour vous. Un mot qui symbolise ce retour à la maison. Clarté, ancrage, souveraineté, réalité. Choisissez celui qui vous semble le plus juste. C'est votre premier pas sur votre propre sol, solide et enfin retrouvé.